est-ce qu'on peut parler un peu du contexte général dans lequel la construction de l'anneau a été décidée? D'abord, c'est dans un plan général d'urbanisation de la ville. Alors, c'est lié, d'une part, on avait commencé à construire des logements après la guerre parce que crise du logement, 2000 mal logés d'inscrits. Bon. On n'imagine pas, quand on démolit la Courneuve, on ne se rend pas compte à l'époque comment le logement était la question prioritaire pour les maires. Ils avaient des centaines de gens qui faisaient la queue chez eux. À cette époque, la voiture se développe en 4e vitesse. Le projet de l'autoroute A3 vient s'imbriquer à la volonté de la municipalité de Bagnolet de construire des logements. En échange du passage de l'autoroute qui coupe son territoire en deux, Bagnolet obtient certaines compensations. Ce sera notamment la création de la station de métro Gallieni, l'amélioration du réseau de bus, la création du parc Jean Moulin et un vaste programme de construction d'habitations qui devait notamment servir à reloger tous les expropriés victimes de ces importantes modifications urbaines. 600 familles ont été expropriées rien que pour l'autoroute. Et après, les opérations d'urbanisme qu'on a fait autour aussi ont multiplié le nombre d'expropriés. Donc, il fallait construire des logements HLM, parce que les gens n'avaient pas les moyens de se payer des logements avec des loyers exorbitants. Et comme à côté de Paris, le terrain coûtait cher, c'est ce qui a amené à son corps défendant, la mairie, à construire beaucoup de logements sur des petites surfaces. Comment faire autrement pour que le prix de revient d'un logement soit le moins cher possible, pour que le prix de loyer soit le moins élevé possible pour les gens aux petits revenus que nous devions reloger. Alors voilà ce qui nous a amené à construire, à faire des opérations d'urbanisation autour de l'autoroute. Quelle était la population sur le plateau? Il y avait une population quand même de gitans il y avait une population de gitans un petit peu, oui, il y en a pas forcément, mais de gens très modestes, très modestes. Il y avait beaucoup de petites bicoques, on peut appeler ça comme ça, beaucoup fait par les Italiens d'ailleurs, qui étaient maçons de père en fils, mais sur un terrain qui ne leur appartenait pas. En échange de l'implantation d'un foyer d'immigrés à Lannou, c'est la Sonacotra qui, à la fin des années 60, aménage le terrain. Elle achète les parcelles, se charge de reloger les précédents occupants, équipe le terrain en réseau et en voirie, et construit les parkings. La Sonacotra revendait ensuite à un investisseur privé les droits de construire le complexe de la résidence du parc. Si on voulait faire des logements sociaux, et on voulait en faire, il y en a un peu plus loin, là, sur le quartier de Lannou, à Bagnolet, puis il y en a aussi pas mal à Montreuil. Il a fallu faire des logements privés, donc ici, et faire des locaux industriels et commerciaux. Alors, il y a une zone industrielle qui s'est faite en bordure de l'autoroute, ce qui était parfaitement logique, plutôt construire des entreprises que des logements. Et ici, il y a eu une imbrication de logements alors privés et de locaux à usage commercial ou artisanal, industriel. Voilà. Tout ça dans un problème d'équilibre financier de l'opération globale d'urbanisme, mais aussi dans un problème d'équilibre logement-emploi. Il y a toujours eu ce souci que les gens de Bagnolet, d'abord qu'on ne soit pas une cité dortoir, et que les gens de Bagnolet puissent trouver sur place des emplois. L'architecture de Lannou, qui devait accueillir sur un même site des logements et de l'emploi, est confiée à messieurs Lana et Le Goas, qui étaient architectes urbanistes conseil auprès des mairies de Bagnolet et de Montreuil. On a fait ce qu'on appelle maintenant la mixité, mais à l'époque, le multifonctionnel. Il y avait la mixité sociale qui était voulue, mais il y avait le multifonctionnel. En recréant des morceaux de ville où on aurait tout retrouvé. Par une infrastructure, un socle d'activité de près de 40 000 m² d'activité.
la création d'un sol artificiel, une dalle promenade, une dalle sécurisée, mise à la disposition et des gens qui travaillent en dessous, avec un patio creusé qui permet les interconnexions, où il y avait le mini-centre commercial, les restaurants et le centre de quartier. Et au-dessus, des bureaux, il y avait 11 000 m² de bureaux et 600 logements. On voulait recréer un peu une comment dirais-je, convivialité autre que la rue linéaire historique que, je dirais pas par doctrine urbanistique, mais qu'incontestablement on ne cherchait pas à recréer. Alors pourquoi un bâtiment aussi haut en fait? Bon, disons, y compris pour des raisons de densité, c'est un des moyens de mettre beaucoup de monde et de libérer quand même le sol. Et puis c'est le concept du signal. Enfin, je veux dire, on pouvait imaginer que ce site méritait, je dirais, un signal. Alors, un signal de 100 mètres. C'est un promoteur privé, l'UFIMEG-CEFIMEG, qui fait construire la résidence du parc. À la fin des travaux, en 1972, elle met l'ensemble logement-activité en location. C'est pas des séjours couloirs comme on a pu voir des fois où on a une grande profondeur, le fond est un peu dans la pénombre. Là, au contraire, c'était le maximum de lumière, donc le maximum de baie. On n'avait pas de problème, on pensait ne pas en avoir, d'économie d'énergie. Donc on n'avait même pas de double vitrage, quitte à ce que ça pose des problèmes de nettoyage du vitrage qui n'est pas au vent. Alors mon nom est Michel Lichtlet, je suis donc au bâtiment 5 de Lannou depuis 1973 et j'enseigne à l'université de Paris 4. Et moi, je m'appelle Michel Lichtlet aussi. Je suis professeure en Seine-Saint-Denis, sur Montreuil-sous-Bois. Alors nous avons été parmi les premiers occupants, puisque je me souviens du jour où je suis arrivé sur le site. La dalle n'était pas encore asphaltée, donc il y avait encore un chantier, une fin de chantier qui était en cours. L'UFIMEG confie alors l'aménagement de la dalle à la paysagiste Maria de Roche, qui commande notamment à Sarah Holt les sculptures en forme de pic. On trouvait aussi des sculptures en forme de bonhomme et un petit cours d'eau longeant les bâtiments 5 et 4. C'est sur ces espèces de chapeaux pointus qu'on trouve sur certains aspects certaines zones de la dalle, qui nous paraissaient très, très séduisants, avec de multiples couleurs, avec cette prise en compte de jeux pour enfants. Il y avait même un tennis sur la plateforme auquel nous pouvions accéder, sur lequel nous pouvions jouer. Donc nous avions vraiment les loisirs à portée de main. Donc c'était très agréable. Voilà ce que nous a donné lorsque nous sommes arrivés. D'accord. Alors, voyez, vous aviez ici deux rampes qui devaient aller directement dans le parc. Puis vous en aviez une troisième qui devait franchir également la rue de la Lannou prolongée pour aller à l'endroit où sont les gitans là. On allait vers une création très rapide en fait de ces parcs et comment dire, une intégration de Lannou à ce niveau-là, puisque les accès devaient être facilités. Lannou n'était pas fermée sur elle-même. Il y a eu un isolationnisme avec le parc des Guilans. Alors, il est vrai que les gens en profitent au niveau de la vision. C'est vrai que quand on est là-haut, c'est quand même assez fabuleux. Alors, on me dirait la passerelle, comment elle se raccordait, on a fait plein d'études, mais qui sont restées dans les cartons. Et puis ici, vous avez au contraire l'espace large qui correspond très exactement au double projet de passerelle à l'entrée en face, dans le parc. Ça a été une des ambiguïtés un peu de la ville de Bagnolet, de comment les gens de Bagnolet du plateau rejoignaient les Malassis ou rejoignaient la porte. C'est une position charnière. Oui, en fait, Alors avec le parc,
ou avec les ponts. De l'autre côté de l'autoroute et au bout du parc Jean Moulin, Lannou-Bagnolet est isolé du reste de la ville. En réponse à cet isolement, l'implantation d'équipements de services publics sur le quartier avait été initialement prévue. On faisait ce qu'on appelle des grilles d'équipement, plus ou moins normatives des différents ministères, et où pour tant de logements, on avait une école maternelle, on avait une PMI. On a donc fait des propositions et sur les plans apparaissent effectivement une maternelle et un PMI et une petite zone de jeu. Ça aurait pu être un élément fédérateur de la vie quotidienne des familles qui, alors qu'à l'heure actuelle, elles sont quand même obligées de se déplacer et de passer de l'autre côté de l'autoroute où il y a une coupure physique, quoi. La ville, par la non-réalisation d'une unité de vie globale où la satisfaction des besoins primaires des habitants ait été satisfaite dans l'ensemble territorial, crée ce sentiment d'être des gens à part. On s'est rendu compte qu'en analysant les besoins sur Bagnolet et sur Montreuil, le vrai problème se posait sur Montreuil. Donc c'est Montreuil qui a construit une crèche et une école maternelle sur le quartier de Lannou, et pas nous, puisque l'école maternelle Barbus, qui est à 2 pas d'ici, était en mesure d'accueillir l'ensemble des enfants qui venaient, et ça a été le cas jusqu'à présent. Et les enfants ont pu aller à l'école Henri Vallon, à l'école Eugénie Coton. C'est la raison pour laquelle on n'a pas construit d'équipement scolaire. Et je dois dire qu'on était assez satisfait de ça, parce que les gens d'ici étaient amenés à se mélanger aux gens d'ailleurs en conduisant leurs enfants à l'école. Alors, ce qui est tout à fait intéressant de ce que vous disiez sur la question de la fonctionnalité, je trouve que pour les quartiers c'est un vrai problème et qu'au départ on avait bien vu qu'il ne fallait pas simplement qu'il y ait du logement à cet endroit-là, puisqu'il y avait des activités. Dans les bureaux que vous avez là, c'était la sécurité sociale, les services de sécurité sociale qui s'est installés, et puis il y avait des commerces et puis d'autres activités avec les entrepôts. C'est-à-dire que pour qu'un quartier vive bien, effectivement, il ne faut pas qu'il ait que des logements. Et puis il y a la zone industrielle. Il y a la zone industrielle qui est juste à côté, qui est juste en face. Et donc, ça avait été vraiment conçu comme un vrai quartier. Et alors ça a marché ? Au début, ça a marché. Incontestablement, ça a marché. Avant qu'il y ait la crise économique, ça a marché, ça a fonctionné. Alors, lorsque nous sommes rentrés dans l'immeuble, il y avait ici un pharmacien, il y avait des informaticiens, il y avait beaucoup d'enseignants, il y avait des représentants de commerce. Je crois même des personnes qui venaient d'Afrique. Il y avait, oui, en qui effet. étaient des corps diplomatiques africains. Donc socialement, Oui, c'était c'était plutôt un niveau assez élevé. Alors. C'était Plutôt, plus. Oui, c'était mais- plutôt. mais C'était jamais. moyen plus. Oui, quoi, voilà, c'est ça. Moyen plus. Ouvert quand même. Mais très ouvert. Je suis Monsieur Dereux, je suis chef de sécurité pour l'ensemble immobilier et je suis gardien pour le bâtiment 4, IGH. Comment c'était le quartier à l'époque de votre arrivée ? Il y avait une convivialité entre les personnes, c'était vraiment un petit village. C'était vraiment un petit village, tout le monde se connaissait. Donc, en fait, ce grand 8, comme l'appellent les enfants aujourd'hui, c'était un bac à sable. C'était un grand bac de sable, oui. Et il y avait aussi des grands bancs avec des dossiers très élevés qui permettaient de lire. On pouvait apporter son livre. On était protégé du vent par les dossiers hauts des sièges. Dans les années 70, la dalle était utilisée différemment alors. Oui, c'était un lieu d'échange, un peu à l'italienne. Avec promenade le soir. Et voilà, le Promenade soir, le soir, on goûtait oui. le frais, puis on s'installait à regarder le paysage. La résidence bénéficie à l'époque des faveurs des entreprises. Elle est presque entièrement occupée. Le bâtiment 6 sur la dalle accueille principalement un centre de formation de la sécurité sociale et l'inspection du travail. Dans les entrepôts, on trouve les archives des assurances Alliance Via, celles de la Cefimeg, le stock de Etam, ainsi que d'autres entreprises plus petites. La Société Générale Frigorifique de France, quant à elle, possède une grande surface d'activité. Donc à l'époque, Lannou se construisait et le propriétaire de la GFF a acheté pratiquement sur plan. Ça devait, j'imagine, au moment de la création, correspondre à un standing de l'époque plus élevé. Puisque je pense, même si à l'époque j'étais pas ici, qu'il y a eu une dégradation du site et de l'image progressive.
dû à différents éléments, mais je pense qu'effectivement, quand ça s'est construit, ça devait avoir un meilleur standing. Bon, les installations étaient pratiquement neuves, hein. Les espaces étaient entretenus, du gérant à la secrétaire jusqu'au service de sécurité, les gardiens, les services d'entretien, les chauffagistes, tout le monde. Il y avait entre 26 et 27 personnes à temps complet. Je dis bien à temps complet sur l'anneau. Maintenant, ça se réduit à un couple de gardiens et 3 autres gardiens, 2 personnes de sécurité et 2 personnes de nettoyage, voilà, plus le syndic, c'est tout. Je pense que la CEFIMEG a fait quelques investissements minimalistes avant de partir, mais elle a quitté les lieux à une date à partir de laquelle ça lui aurait coûté trop cher. Et puis surtout, il fallait revendre pour construire ailleurs, enfin selon la logique qui est la leur. Et donc la copropriété n'avait pas les moyens nécessaires pour réaménager. D'autant plus que, comme on l'avait dit tout à l'heure, la CEFIMEG est partie en laissant sous l'étiquette fonds de roulement une immense dette. Donc Philippe Desserroirs, bâtiment 7 et agent RATP. En fait, ce qui s'est passé pendant les 10 premières années, donc la CEFIMEG encaissait les loyers. Hein. Le tout étant neuf, le tout étant en garantie décennale, donc grosso modo, ils n'avaient aucun frais pratiquement, quoi. Et puis petit à petit, au bout de 10 ans, ils ont commencé à revendre bâtiment par bâtiment. Ils ont revendu à des prix très attractifs, visiblement par rapport au reste du marché, quoi. Ce qui fait que notamment des gens qui étaient ici locataires ont acheté, quoi. Et à la fin de l'opération de vente, la CEFIMEG, qui avait connu un certain nombre d'ennuis sur le site, a voulu s'en dégager le plus vite possible. Et elle a donc vendu des lots d'appartements. Et ça a été la catastrophe. Ça fait des appartements qui ont été achetés très bon marché par des gens qui n'avaient qu'une perspective financière et qui ne cherchaient pas du tout à animer le site et à le faire vivre. Et c'est vrai que ces gens-là ont fait certainement de très très bonnes opérations, mais nous ont laissé, je dirais, de très très bonnes ardoises aussi, quoi. Ce qui a contribué donc à faire en sorte qu'on s'est retrouvé avec un montant à payer dès le départ, quoi. Pour avoir vu donc des documents comptables qui dataient des années 83-84, il y avait déjà, je crois, à cette époque-là, 3 millions de dettes au titre du syndicat principal. Et la copropriété de l'Anneau est organisée en 2 types de syndics. Un syndic qui est le syndic principal, qui gère donc les parkings, la dalle, les voies, etc. Mais donc il faut payer les charges concernant ces aspects-là au syndic principal, et puis le syndic secondaire à qui il faut payer les charges des chauffages, l'entrée, les ascenseurs, etc., etc. Bâtiment par bâtiment. Bâtiment par bâtiment. Mais chaque immeuble est réellement indépendant. Il n'y a pas de facture qui passe de l'un à l'autre, quoi. Et par contre, on est tous reliés entre nous via le syndicat principal, en fait, qui lui concerne l'ensemble des copropriétaires.